Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, l'américaine Rachel Carson fut une des premières lanceuses d'alerte de l'histoire sur les questions de biodiversité. Isabelle Colomba raconte sa vie dans un passionnant roman pour les ados. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche des Mag&Sel, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité cinématographique et programmes de français. Cette actu, c'est la sortie de La Petite Sirène. L'heure de la récré, toujours avec Emma, où l'on verra qu'entre supporters de Marseille, on est solidaires et un adolescent a pu en faire l'expérience. Et puis enfin, rendez-vous avec Marie-Olivier et son cours particulier. Au menu, cette étude internationale qui dit les bienfaits de l'apprentissage de la musique pour apprendre à lire correctement. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Un portrait de femme aujourd'hui dans la quotidienne, une femme et un combat intensément contemporain. On va parler biodiversité, environnement, écologie, mais pour cela, on va remonter entre 60 et 120 ans en arrière, car cette femme fut une pionnière et une visionnaire, et peut-être la première lanceuse d'alerte de l'histoire. Il s'agit de l'américaine Rachel Carson. Isabelle Colomba lui consacre une belle biographie romancée chez Albin Michel dans la collection Lit, sous le titre Rachel Carson. Le monde doit savoir. Elle est l'invitée du Grand Oral par Rachel Carson. Non. Isabelle Colomba. Isabelle, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Bonjour, merci. C'est la deuxième fois que vous écrivez sur elle pour les jeunes, ai-je découvert, puisque vous aviez publié dans la collection Ils ou elles ont dit non d'Actes Sud précédemment. À vos yeux, elle pourrait être une immense héroïne pour les jeunes ? Elle devrait absolument, oui, c'est... Alors pour les jeunes, puisque... Et pour les moins jeunes, oui, mais pour nous tous et nous toutes, parce que elle a un destin incroyable, elle n'était pas du tout destinée à être cette lanceuse d'alerte. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, elle n'avait pas les clés, normalement, au départ, en naissant en Pennsylvanie, dans une famille assez pauvre, où les femmes, normalement, n'allaient pas faire d'études. Et elle a vraiment lutté contre de nombreuses difficultés pour être ce qu'elle est devenue. On est à l'orée du XXe siècle, quand elle naît dans cette Pennsylvanie dont vous parlez. Vous passez beaucoup de temps, et c'est passionnant dans le livre, sur son enfance, son adolescence, ses années de jeunesse. Vous avez quand même voulu raconter comment se construit, et tous les obstacles également qu'elle a dû rencontrer. C'est le portrait d'une époque, c'est le portrait d'un pays. Oui, parce que c'est en fait... Bon, on connaît Printemps silencieux, on connaît ce combat contre le DDT, les pesticides, mais en fait, j'avais envie de savoir comment elle était devenue cette femme qui affronte les lobbies, qui affronte les hommes de science qui ne veulent pas voir de femmes empiéter leur terrain. Et j'ai découvert cette histoire d'une petite fille, en fait, qui voulait voir la mer. Elle qui habitait loin à l'époque de l'océan et qui avait ce rêve très tôt de devenir écrivaine. Et une maman qui est en face d'elle, au lieu de lui dire non, jamais, lui dit si, tu deviendras écrivaine, il n'y a pas de problème. Maman assez extraordinaire, un Maria, une mère courage, on va en reparler. Alors vous dites tout le monde connaît Printemps silencieux. Au fond, j'en suis pas totalement certain, même s'il a été récemment réédité en France. En tout cas, à l'époque, c'était un choc considérable. On va en parler tout à l'heure. Mais pour poser les choses, si je le dis très simplement, Rachel Carson est à l'origine de l'interdiction du DDT, qui était un insecticide monstrueux qui était utilisé depuis la fin du 19e siècle. Et avec ce bouquin, je crois que c'était vendu à 1 million d'exemplaires dès la première année, c'est ça ? Oui, et le président Kennedy a dit on fait une commission, voilà. Elle a eu en tête des livres vendus pendant très longtemps, pendant des semaines. Elle a eu cet impact-là. Donc, ce que vous racontez, et là je reviens à l'étape précédente, c'est l'histoire de cette femme dans un monde corseté où la bagarre est encore très rude pour les femmes. Maria, le personnage de la maman, il m'a beaucoup plu en fait. D'abord, elle vit très tard. Ah oui. Elle va l'accompagner et c'est vraiment, c'est mère courage. Oui, et en même temps, c'est aussi parce que ce qui m'intéressait en racontant l'histoire de Rachel Carson, c'était de dire que aujourd'hui, on a l'impression que les femmes se battent pour leur émancipation, leurs droits, etc. Mais en fait, ça fait très longtemps qu'elles se battent. Et elles se battaient dès le 19e siècle. On avait des femmes comme ça qui ont commencé à s'intéresser à l'environnement, qui ont été très tôt intéressées par ce qui se passait autour d'elles. Et Maria, la maman de Rachel Carson, était une de ces femmes. Même si elle n'a pas pu aller au bout de son désir de vie, sa passion de la musique, par exemple. Mais, parce qu'elle est obligée de s'occuper d'une petite maisonnette, une petite ferme que le mari a acheté en croyant qu'il allait devenir Rockefeller, sauf que manque de peau, il n'a jamais réussi à revendre le truc. C'est un peu ça, parce qu'il y a aussi le rêve américain du self-made man derrière qui met la femme au foyer. Mais oui, parce que les femmes n'avaient pas tellement le choix d'être autre chose que des femmes au foyer en élevant leurs enfants. Et donc, bon, voilà, elle a choisi un homme qui finalement n'était pas peut-être celui qu'elle aurait voulu, mais c'est elle qui l'a choisi. Donc, vous respectez les choix sentimentaux de Maria. Assume,
Mais oui, c'est tout à fait ça. Et alors on croise d'autres femmes, et notamment des scientifiques, plusieurs, tout au long du parcours de Rachel Carson, et qui vont lui tendre la main dès ses années d'études. C'est amusant, je ne sais pas si vous le savez, on recevait récemment l'économiste Marion Monet, elle était assise à votre place, autour d'une grande étude sur ce qui pouvait inciter les filles à faire des sciences, et elle disait que l'importance des rôles modèles féminins, ça a été mesuré scientifiquement. Hein. Ça fait changer d'avis des filles de 15 ans qui se disent, bah tiens, finalement c'est possible pour une femme, j'y vais. Beaucoup plus que plein d'autres critères. Sans doute. Alors, moi, je pense qu'effectivement, Rachel Carson peut incarner ce genre de modèle. Mais ce qui est encore plus intéressant chez Rachel Carson, c'est que c'est une femme qui dit moi, j'aime les sciences, mais j'aime la littérature aussi. Et ça, je trouve qu'on dit souvent qu'il faut choisir. C'est où tu es un matheux ou où tu es littéraire. Et elle veut être les deux. Et je trouve que ça, c'est bien parce que ça nous dit qu'on peut, comme ça, avoir des centres d'intérêt très différents. Et moi, c'est ce qui me plaisait chez le parcours de Rachel Carson. Ouais, vous le racontez merveilleusement. C'est vrai qu'elle commence par publier des textes avant de... Ce qui est logique, hein, elle est plus jeune, mais avant de faire de la science. Rachel Carson, Le Monde doit savoir. Isabelle Colomba, c'est chez Albin Michel, Collection Lit. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche, si vous le voulez bien. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'Anti-Sèche, c'est la rencontre de l'actualité et des programmes scolaires. Actualité au cinéma, avec en ce moment à l'affiche la tant attendue Petite Sirène de Disney. On plonge avec vous dans cette histoire et dans le monde mystérieux des sirènes. Et oui, vous allez voir qu'on est loin, mais très très loin du mythe de la petite sirène tel qu'on le connaît aujourd'hui avec le dessin animé sorti en 1989. Très loin de l'image de la jeune fille toute gentille, toute mignonne qui chante « Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais. Si je pouvais partir là-bas, très très loin de tout ça. On peut dire ensemble, non? Merci beaucoup. Je ne pouvais pas ne pas faire, pas vous chanter un petit extrait de la petite sirène. Alors, non, je vous l'aurais demandé de toute façon. Pour comprendre l'histoire, il faut remonter à l'Antiquité, en fait. C'est ça que vous allez nous dire. Mais oui. Et on va repartir par un passage obligé pour tous les élèves de 6e. Homère, l'Odyssée. L'Odyssée, c'est la première trace écrite que l'on a sur les sirènes. Et on est déjà à milieu de la sirène douce et innocente. Circé prévient Ulysse au sujet des sirènes. Tu rencontreras d'abord les sirènes qui charment tous les hommes qui les approchent. Mais il est perdu celui qui, par imprudence, écoute leur chant. Et jamais sa femme et ses enfants ne le reverront dans sa demeure et ne se réjouiront. Les sirènes le charment par leur chant harmonieux, assises dans une prairie autour d'un grand amas d'ossements d'hommes et de peau en putréfaction. Sympathique, hein, pas très sympathique, voilà, justement. D'ailleurs, Ulysse écoute le chant des sirènes en demandant à ses compagnons de voyage de l'attacher au mât de son bateau, avec ordre de ne le détacher qu'après avoir dépassé les sirènes. Et oui, forcément, on donne déjà d'ailleurs dans l'Antiquité des précisions sur leur aspect physique. Oui, alors il y a un peu de tout. Un corps d'oiseau avec une tête de femme. Chez Ovide, elles ont des ailes. Ça, c'est pour la sirène grecque. Mais la légende des sirènes ne s'arrête pas là, puisque dans les pays nordiques aussi, la sirène tient une place très importante. Sirène qu'on appelle la mermaid. Absolument. C'est de là que vient la femme poisson. La femme poisson, qui a l'apparence... La mermaid. Exactement, exactement. Donc, que de poisson en bas. Ça fait tout, ça foire tout le truc. Non, c'est bien. Donc, queue de poisson en bas, corps de femme en haut. Ce qui est commun dans tous ces différents mythes de la sirène, c'est son double visage. À la fois une créature maléfique, une prophétesse dont il faut se méfier car elle peut vous ensorceler en un rien de temps, et à la fois le côté très doux et très naïf développé bien plus tard dans la culture populaire. Mais c'est bien cette petite sirène que reprend... Disney dans le dessin animé qui est sorti en 1989. Voilà, et donc l'histoire, c'est la suivante. Le soir d'un naufrage, une sirène tombe follement amoureuse d'un prince à qui elle a sauvé la vie. Pour pouvoir vivre son amour au grand jour, elle sacrifie sa voix en échange de jambes humaines. Mais alors dans le conte d'Andersen, duquel est tiré le dessin animé, à la différence de Disney, ça se termine pas bien du tout. Le prince décide de se marier avec une autre. Un dilemme est alors proposé par les sœurs de la petite sirène. Si elle tue le prince, elle peut revenir vivre dans l'océan. Et la petite sirène préfère se suicider. Donc évidemment, la fin est plus heureuse dans le dessin animé. Mais voilà, justement, allez voir ce Disney donc au cinéma. À la fin, Ariel file le parfait amour avec son prince et tout est bien qui finit bien. Donc pour la version joyeuse, rendez-vous en salle sous l'océan pour voir la petite sirène. Voilà. Génial, merci beaucoup Emma. On se retrouve pour là. C'était une Anti-Sèche qui avait valeur de récré d'ailleurs. Tout à fait, mais il y a une récré quand même. Ouais, évidemment qu'il y a une récré quand même. Grand oral.
Baptiste Lanaspez est l'éditeur qui a relancé Rachel Carson en France en rééditant son Printemps silencieux, ce livre dont on parle depuis le début, enfin un des deux, on parle du livre d'Isabelle Colomba, mais le livre de Rachel Carson dont on parle depuis le début de l'émission. Et je le cite, Baptiste Lanaspez, c'est la première grande lanceuse d'alerte. L'écologie était une science jusqu'à Rachel Carson qui la transforme en un enjeu politique et social. Et d'ailleurs, toutes les chronologies, poursuit-il, de l'écologie politique commencent en 1962, c'est l'année de la sortie du livre. Ce mot environnement, il n'existait tout simplement pas, dit-il, dans le vocabulaire des politiques publiques. Cet impact, elle le doit néanmoins à plusieurs livres à succès, Isabelle Colomba. Oui, c'est parce quand Printemps silencieux arrive, elle est déjà super connue aux États-Unis. Oui, c'est une grande écrivaine qui a écrit plusieurs livres, notamment La mer qui nous entoure, et qui ont eu un succès incroyable parce qu'en fait, c'est une femme qui écrit la science, qui raconte la nature autour de nous, mais qui permet aux gens de la comprendre, cette science. Et ça, c'est assez révolutionnaire parce que elle a comme ça cette facilité, Rachel Carson, de nous rapprocher de ce qui nous semble compliqué ou trop complexe. Et ça va être la même chose pour les pesticides. On nous fait croire que c'est un sujet compliqué, mais elle, avec son talent et puis son énorme travail, parce qu'il y a son talent, mais c'est quand même une travailleuse, hein, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, voilà. Et elle s'épuise, elle fait vivre toute la famille d'ailleurs. Oui, c'est elle, c'est aussi ce rôle qui est complètement à l'inverse du modèle érigé aux États-Unis de l'homme qui va gagner son pain pour faire vivre sa famille. Elle, c'est le contraire, c'est elle qui va travailler pour faire vivre toute sa famille, ses parents, ses nièces, sa sœur. Vous avez cité les pesticides, donc ça va aboutir la parution de ce livre à l'interdiction du DDT. Je vous laisse dire ce que ça veut dire DDT ? Non. Non. Emma, une petite tentative ? Non, allez-y. Dichlorodiphényltrichloroéthane. Bravo. N'est-ce pas ? Qui était ce produit monstrueux qu'on utilisait. Et alors, qu'on appelait insecticide, ce qui est plutôt sympa, parce que les insectes, ça pique, c'est pas agréable, ça pollue. Bon, elle rebaptise ça biocide. Et il y a déjà un coup de génie dans ce changement de nom. Puisqu'elle dit ça tue la vie, c'est pas juste les insectes que ça tue. Oui, elle décrit exactement ce que ça veut dire. En fait, dans cette Amérique de l'après-guerre, il y a comme ça une nouvelle guerre qui a commencé, qui est une guerre contre les insectes. Et ces insectes sont partout, il faut les éradiquer, etc. Et elle fait comprendre dans son livre, Printemps silencieux, qu'en fait, on ne peut pas comme ça éradiquer une espèce ou un animal, soi-disant, parce qu'il serait nuisible. Nuisible, ça veut dire quoi ? Elle interroge d'ailleurs cette notion. Elle montre que si on coupe la chaîne finalement de la vie, les oiseaux n'ont plus à manger, ne peuvent plus se nourrir, etc., etc. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est la première qui met ça en évidence et qui fait comprendre ça aux gens. Si vous utilisez des produits qui détruisent la vie dans vos pelouses, dans vos arbres, vous mettez en péril toute la vie sur Terre. Sans surprise, elle subit des attaques absolument monstrueuses. Monsanto, à l'époque, va publier même un pastiche du début de son livre. Alors, le début de son livre, qui est très imagé, raconte la planète qui souffre de la suppression de la suppression des insectes, c'est ça. Et alors Monsanto fait un espèce de truc pour se moquer d'elle en disant si on se fait tous manger par des insectes, on pourra plus se nourrir, on pourra plus cultiver. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. De trucs dingues. Oui, parce qu'en fait, on voit ce qu'on retrouve aussi des années plus tard, aujourd'hui encore, à chaque fois que vous avez des gens qui alertent sur les dangers pour l'écologie, la planète, on dit toujours qu'on se moque d'eux en disant que finalement ce sont juste des gens qui sont sensibles aux oiseaux, comme si c'était un défaut d'être sensible aux oiseaux, sensible à la beauté. Je veux dire qu'à ma gauche, sensible aux petits chiens particulièrement. Tout est bon pour la décrédibiliser, à la fois comme scientifique, mais également comme femme non mariée. Ça, c'est encore une autre dimension absolument extraordinaire du personnage, surtout dans ces années-là. C'est-à-dire que, au vu des gens, elle n'a pas réussi à séduire un homme. Elle n'est pas mariée, donc elle n'est pas une vraie femme. Alors, heureusement, elle garde très secrète sa vie personnelle, parce qu'elle a une amitié très très forte avec une autre femme, Dorothy, et une amitié amoureuse, moi je dirais. Et c'est quelqu'un de très sensible, de très délicat, Rachel Carson, et on va vraiment la traîner dans la boue pour ce qu'elle est.
Et c'est une femme et elle n'a pas le droit de protester, de critiquer. Voilà. Et elle va tenir alors même qu'à ce moment-là, on en reparlera après la récré si vous voulez bien, elle a un cancer mais qu'elle cache. Printemps silencieux est arrivé comme un cri dans le désert, un plaidoyer absolument sincère, solidement étayé et brillamment écrit qui a changé le cours de l'histoire. Citation d'Al Gore dans sa préface de l'édition 1994 de Printemps silencieux. Vous lisez évidemment sur Rachel Carson le livre qui vient de sortir chez Albin Michel, c'est dans la collection Lit et on va continuer à parler avec Isabelle Colomba juste après la récré. Rebonjour Emma. Rebonjour Emmanuel. Les petites chansons de supporters maintenant, c'est ça, vous les connaissez? Ah mais pas tant, mais vous, je pense que vous serez très fort. Non, mais je ne me permettrai pas. Une histoire de vol qui se termine bien et de supporters extrêmement sympas. Ah oui. Bien sûr, ça se termine bien, toujours dans la récré, sinon c'est pas la récré. Donc je vous raconte l'histoire de Kylian. Kylian, il a 15 ans, il vit à Dunkerque, mais l'ado est un immense fan de l'OM. Ça va? On a le droit? Non mais Kylian, OM. C'est vrai, ça fait un peu Kylian. Il aime souffrir quand même. Ouais, il aime souffrir. Mais en tout cas, voilà, avec sa famille, il est descendu à Marseille. Enfin, ils ont fait le déplacement pour aller voir un match de l'OM. Sauf qu'une fois arrivé au stade, pas de chance, il se fait voler son téléphone par un pickpocket. Un téléphone tout neuf, acheté 1 000 €. Donc, ça fait mal quand même. Wow. Alors évidemment, les supporters marseillais autour le voient. Il le voit pleurer, le pauvre, il pleurait. Et à côté de lui, un autre supporter équipé d'un mégaphone qui décide de lui venir en aide et de passer une annonce. Et la suite, je vous laisse la découvrir en images. Pour la cagnotte, allez, allez! Pour la cagnotte, allez, allez! On est une famille, les gars, c'est magnifique! Voilà! Voilà! On est une famille! On est une famille, Marseille! On est une famille! Mais pas trop non plus, hein. Il a de quoi acheter 2 iPhones déjà, là, stop là! Oh, pas encore! Bravo! Je peux dire encore une fois, vous avez régalé! Bravo! Voilà, une bonne ambiance, direct. Ouais, moi, je dis que si les supporters de l'OM veulent vraiment se souvenir des Kylian, ils peuvent contribuer au paiement du salaire de Kylian Mbappé. Je suis sûr que Oui, je sais pas. Je suis sûr que le PSG sera ravi. Merci beaucoup. Et au fait, ils ont réussi à récolter 520 € en 3 minutes. Ah oui, on l'a pas dit. Non. Si, pas mal. Génial. Eh ben, il aura un téléphone alors. Ben voilà. Bon, super initiative, super sympa le stade, super sympa les supporters. Merci Emma. Super sympa l'OM. Super sympa l'OM. Isabelle Colomba, grand oral. Les empoisonneurs publics fustigés dans les années 1960 sont devenus des léviathans qui imposent leur volonté aux États. Ce qui était craint ou bien vécu comme scandaleux et insupportable au mi-temps du siècle passé est peu à peu devenu la norme. C'est ce que Rachel Carson redoutait le plus. Fin de citation, extraite d'un article de Stéphane Foucard dans Le Monde en 2019 à l'occasion de la réédition du livre. Le combat, il reste à mener, Isabelle. Plus que jamais. C'est un peu désespérant parce qu'on se dit qu'il y a 60 ans, on avait déjà tous les éléments pour prendre des décisions. Quand je dis pour prendre des décisions, c'est-à-dire nos responsables politiques, les gouvernements, etc. Alors il y a certaines décisions qui ont été prises, puisque le DDT a vraiment été interdit, pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans un certain nombre de pays européens, occidentaux. Mais finalement, on a fabriqué d'autres molécules chimiques. On a aussi interdit des produits, mais on les a exportés ailleurs. Comme si la pollution s'arrêtait à la frontière et que bon. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Il y a des barrières dans l'air. Et donc oui, c'est assez désespérant parce que là, on est en train de voir les résultats très concrets de ce que disait Rachel Carson. Cette idée quand même que ces molécules, elles résistent. Elles résistent pas seulement une année, une dizaine d'années, elles résistent pendant des centaines d'années. On le voit avec le problème du chlordécone dans les Antilles, c'est le même problème. Et on s'aperçoit aujourd'hui que même dans l'eau potable en France, il y a ces molécules, ces résidus de pesticides. Une étude récemment parue qui donnait des taux de concentration qui étaient nettement supérieurs à ce qu'on imaginait. Voilà. Et puis même nous, aujourd'hui, il y a une étude qui a montré que nous avons tous des molécules de DDT dans nos corps, alors que ces produits sont interdits depuis longtemps. Donc c'est bien qu'il en reste quelque chose. Voilà, et on le voit et au gouvernement, au niveau de la Commission européenne, etc. Il y a le combat pour interdire ces produits qui sont vraiment biocides, donc qui détruisent la vie, sont toujours des combats actuels et qui semblent même parfois disproportionnés. C'est-à-dire qu'on sait bien les conséquences que ces produits ont.
Et pourtant, On le les fait pas interdire, ça c'est pas possible. Isabelle Colomba, dans ce qui reste de l'œuvre de Rachel Carson, c'est que c'est aussi une des premières à dire que le progrès, c'est pas forcément bénéfique. Oui, Sur un plan plus général. Oui, c'est cette idée, oui. Elle anticipe ce qui va être la fin du XXe siècle, au fond. Enfin Oui, et ainsi commencer avec le XVIIIe et les Lumières, et cette idée que tout progrès technique est forcément bon. Et en même temps, l'économie derrière. Parce qu'on a souvent dit que c'était pas une vraie militante et qu'elle n'avait pas eu forcément une vision toujours politique. Mais si, en fait, elle montre quel est le rôle de l'État, quels sont nos droits, nous aussi, citoyens. Puisqu'on subit ce qu'on nous impose, on a le droit de savoir pourquoi il y a ces maladies qui se multiplient, ces cancers, etc. On a le droit de savoir. Et ça, je trouve ça intéressant dans notre société. En parlant de cancer, elle-même meurt d'un cancer du sein qu'il a suivi pendant des années et des années. En fait, il y a eu des opérations, des rechutes, etc. C'est une femme qui a été malade toute sa vie. Ouais. Et sur ce cancer, pourquoi elle dit rien? Par exemple, elle vient de sortir Printemps silencieux, elle est la cible d'attaques complètement dingues. Elle est elle-même épuisée par la maladie, mais stoïque. Elle veut pas qu'on la... D'abord, je pense qu'elle a voulu vraiment se concentrer sur ce combat-là, qui était d'écrire ce livre. Et puis, c'est aussi de ne pas donner d'arguments au lobby de la chimie pour expliquer que l'écriture de ce livre serait une vengeance personnelle. Ça allait bien au-delà de son propre cas individuel. Évidemment, elle s'apercevait autour d'elle qu'il y avait de nombreuses femmes qui meurent de cancer du sein autour. Oui, tout à fait. Avec des médecins qui sont parfois un peu légers sur la façon d'annoncer la maladie ou pas à ces femmes. Et elle va essayer de surmonter ça parce que l'enjeu, et c'est ça c'est pour ça que j'ai eu aussi envie de raconter cette histoire-là, c'est le sens des responsabilités de Rachel Carson, quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, mais qui en a éduqué, et qui avait ce sens de se dire qu'est-ce qui se passera pour les générations futures. Et ça, je trouve que elle est super contemporaine. Remarquable, oui. Elle a changé le monde finalement ou pas? Oui, je pense qu'elle l'a changé. Aux États-Unis, en tout cas, il y a les mouvements écologistes, c'est un peu à partir d'elle. Oui, complètement. Ouais. Il n'y aurait jamais eu de journée de la Terre à partir des années 1970 où il y a des centaines de milliers de gens qui se rassemblent pour prendre conscience de l'importance de ces sujets. Et je dirais qu'elle continue à le faire parce que moi, je vois avec mon cas personnel, cette histoire-là de cette femme-là, c'est très inspirant. Ça nous donne des armes pour continuer et pour ne pas désespérer à avancer, à se battre et à refuser des choses qui sont insupportables. Alors, si vous voulez vous en convaincre, vous lisez, vous faites lire aux jeunes. C'est à partir de quel âge? Moi, je pense 10-11 ans, on peut attaquer votre livre. Ça dépend. Moi, je trouve que c'est... Oui, on va dire... Quoi, vous? Oh oui, 12 ans. 12, allez, les années collège, on va dire. Voilà. Année collège et au-delà, et sans limite d'âge supérieur. Rachel Carson, Le Monde doit savoir, c'est chez Albin Michel, dans la collection Lite. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. Oui. On va accueillir Marie-Olivier pour son cours particulier, non sans avoir chaleureusement remercié la grande supporter de l'OM, qu'est Emma Guessel. Marie-Olivier, cours particulier. Marie-Olivier, son cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de l'apprentissage de la musique pour apprendre à lire correctement. On en a déjà souvent parlé ici. Il nous manquait peut-être la petite étude scientifique sympathique qui permettait de prouver. Exactement. Et vous l'avez trouvée. Oui, tout à fait. Et c'est pas n'importe quelle étude, elle est très connue. C'est ça, c'est un sujet qui est d'actualité parce que c'est l'étude Pearls 2021 qui est sortie le 16 mai dernier. Pearls, c'est le programme international de recherche en lecture scolaire et c'est une étude qui est publiée tous les 5 ans qui compare le niveau de lecture de tous les pays du monde après 4 années de scolarité obligatoire. On rappelle les résultats en général, donc c'est quoi? C'est CM1 pour la France? CM1 pour la France, c'est ça. Okay. Et alors, donc les nouveaux résultats? La France est stabilisée après 15 ans de dégringolade, mais se situe toujours en deçà de la moyenne européenne avec un score de lecture de 514, ce qui classe notre pays en 23e position sur 37 pays, bien loin derrière Singapour ou la Norvège. On le savait un peu, parce que je crois que la partie française de ces résultats avait déjà été publiée. Oui, exactement. Des évaluations avaient été menées quand Jean-Michel Blanquer était ministre de l'Éducation nationale. Ils avaient montré qu'en CE1, par exemple, un tiers des élèves ne maîtrisent pas suffisamment la lecture des mots. Alors, les causes sont extrêmement multifactorielles. Il y en a une bien connue, c'est est-ce que c'est une cause qu'il y a un lien avec l'origine sociale des élèves? Oui, tout à fait. L'origine sociale, c'est vraiment un facteur important. En moyenne, plus le milieu est défavorisé,
plus le vocabulaire de l'enfant est pauvre. Donc l'école tente évidemment de pallier ces difficultés, mais cela n'est pas si évident et en cause notamment des classes qui sont bien remplies, une hétérogénéité du niveau des élèves qui est difficile à gérer pour les enseignants. Alors on va donner des solutions, on va regarder les choses de manière plus positive. Il y a des activités qui, elles, pourraient permettre d'améliorer la lecture et notamment l'apprentissage de la musique. La musique, exactement. Pour trouver des solutions à ces difficultés de lecture, j'avais envie de vous parler d'un article co-signé par les chercheuses australiennes Anita Collins et Misty O'Donnell. En fait, en neurosciences, il est très clairement établi que les réseaux neuronaux du développement du langage et du traitement de la musique se chevauchent. Ça active les mêmes zones du cerveau. Exactement, certaines zones en commun s'activent. Donc, logiquement, si vous éduquez votre oreille à la musique, votre langage se développe aussi. Donc, dans l'évolution, on sait d'ailleurs que le traitement de la musique s'est développé en premier et a contribué au développement du langage. D'accord, donc les réseaux qui sont développés dans le cerveau ont alors fait finalement le lit, ont préparé le traitement du langage. C'est exactement ça. Pour vous expliquer, par exemple, au niveau individuel, un bébé appréhende d'abord la langue comme des sons, une musique. Donc si vous parlez à un nouveau-né, il s'attache au rythme et aux intonations sans comprendre le sens de ce que vous dites. Ça, et parfois, ils essayent de répéter ou d'imiter ces intonations. Ça commence comme ça, d'ailleurs. Exactement, et donc il est bon de chanter avec les bébés dès le plus jeune âge pour qu'ils exercent leur capacité auditive et de compréhension. Et de la même manière, l'éveil musical des tout-petits, par exemple, avec différents instruments qui testent, qui font différents sons, des chants, ou la différence, par exemple, qu'ils font entre le bruit et le silence, prépare vraiment les enfants à faciliter la lecture, à une lecture plus aisée. Alors comment justement, parce qu'on voit bien le rapport au langage, et donc quand le rapport au langage se construit bien, le rapport à la lecture aussi? Oui, ce sur quoi repose la lecture, évidemment, c'est le sens des mots, et pour comprendre le sens des mots, leur signification, la capacité à savoir faire la distinction entre différents sons est cruciale, tout comme lire la musique, lire les notes, active les mêmes zones du cerveau. D'accord, et donc si on plonge l'enfant dans un environnement musical, par exemple si on lui fait écouter la musique, c'est suffisant ou il faut quand même... Alors, c'est pas suffisant, ça peut aider, hein. Il est important de déployer différents sons dans l'environnement de l'enfant, mais ce qui fonctionne le mieux, c'est l'apprentissage actif de la musique. Donc on sait que par exemple, des enfants de 3-4 ans qui peuvent suivre un rythme régulier deviennent de meilleurs lecteurs que les autres à l'âge de 5 ans. Ok, donc on devrait vraiment faire de l'éveil musical au sein des petites classes, dès la maternelle, partout. Exactement, surtout quand on sait que l'apprentissage de la musique n'est pas l'activité la plus accessible hors programme scolaire. Mais il y a des projets comme Demos, on en avait déjà parlé dans cette chronique, qui peuvent donner l'espoir d'améliorer tout un tas de facultés chez les enfants, et pas seulement la lecture. Demos, c'est des orchestres, c'est dans le giron de la Philharmonie de Paris, ça va être créé par Zaya Ziouani. Exactement, et on va voir un extrait d'ailleurs de Demos. Ah, génial. Cet extrait de la 9e symphonie de Beethoven, cette ode à la joie, et on l'a vu dans la légende, il l'avait chanté en hommage aux enfants ukrainiens. Exactement, tout à fait. Un Super bel exemple projet, voilà. Donc faites de la musique, écoutez de la musique, et vous lirez mieux, et vous lirez par exemple Rachel Carson, Le monde doit savoir. Elle aimait beaucoup la musique, Rachel Mais Carson. absolument, absolument. Tous les dimanches soirs, elle écoutait le concert à la radio. Ouais. Ce que vous racontez, et avec cette maman, vous l'avez rapidement mentionné, qui aurait rêvé d'être musicienne, Exactement. mais tout ça n'a pas été possible. Isabelle, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau de La Quotidienne, de faire découvrir ou redécouvrir Rachel Carson, formidable lanceuse d'alerte, dont l'œuvre et la pensée restent totalement d'actualité. Marie, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne, à Laure Audemont pour le maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Elle est assistée en régie aujourd'hui par Emma Frari. C'est Mathieu Sullivan pour le son et Ulysse Touré pour la réalisation. Vous restez sur Scoop TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.